Le soleil du matin dans ma nouvelle maison était beaucoup trop vif, presque trop propre, lorsqu'il frappait les cartons encore fermés et l'unique tasse de café laissée sur le plan de travail. L'air à l'intérieur était étrangement silencieux, comme si les murs n'avaient jamais abrité personne d'autre que moi. Puis le gravier de l'allée a craqué lentement, lourdement. J'ai ouvert l'image de ma caméra de porte. Une femme sortait d'une voiture avec une valise. C'était ma sœur. 12 ans sans un mot, effacée par la façon arrogante dont elle a regardé mon perron. Elle ne s'est pas arrêtée pour frapper ni attendre. Elle a simplement avancé vers ma porte comme si elle vivait déjà ici. Elle est apparue exactement un jour après la signature définitive de l'acte de vente. J'ai grandi dans une maison où le bruit prenait toujours parti. Ma sœur n'avait jamais besoin de demander quoi que ce soit. Avant même qu'elle ouvre la bouche, toute la pièce se tournait vers elle. Si elle soupirait, tout le monde changeait ses plans. Si elle avait l'air contrariée, ma mère surgissait derrière elle comme une ombre, prête à s'assurer qu'elle ne souffre pas. Très tôt, j'ai compris que pour préserver la paix, il fallait me faire petite et me déplacer sans bruit. Je m'occupais de mes responsabilités et j'évitais de laisser la moindre erreur que quelqu'un pourrait utiliser contre moi. J'ai vraiment compris ma place à 10 ans. Ma sœur avait perdu 20 € qu'elle gardait pour une sortie scolaire. Elle se tenait dans la cuisine, les mains ouvertes, les yeux embués. Sa voix tremblait comme si elle venait de perdre la chose la plus précieuse au monde. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais pas touché à son argent, mais ma mère ne l'a même pas regardé. Elle m'a fixé moi. Ce regard n'était ni en colère ni confus. C'était une fatigue mêlée de déception, bien plus douloureuse qu'une accusation criée. Ma mère n'a posé aucune question. Elle n'en voyait pas l'utilité. Ma sœur pleurait. Et pour elle, c'était une preuve suffisante. Ce schéma nous a suivis. Les années ont passé au même rythme. Ma sœur faisait une erreur et c'était moi qui en payais le prix. Si elle oubliait de terminer un devoir, je veillais tard pour le corriger. Si elle ratait le bus scolaire, on me reprochait d'avoir passé trop de temps dans la salle de bain. Même les plus petits instants se retournaient contre moi. Si elle était stressée, nous devions parler à voix basse. Si elle était fatiguée, c'était moi qui conduisais. Si elle était de mauvaise humeur, je devais m'excuser pour ce qu'elle ressentait. Même quand je ne savais pas ce qui s'était passé. À l'adolescence, ma sœur avait compris comment faire de sa fragilité un atout. Elle n'avait pas besoin d'être bruyante ni méchante. Une larme, une légère hésitation dans la voix, un souffle au bon moment suffisaient. Ma mère suivait ces signaux comme une loi. Le reste de la famille obéissait. Moi, je baissais la tête et je faisais mes tâches. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires dans un café du quartier pour prouver que je n'étais pas le problème qu'ils voyaient en moi. Mais quand une maison repose sur l'injustice, la culpabilité s'accroche. Elle grandit lentement. Elle finit par devenir la seule version de vous que la famille reconnaît. Un après-midi d'été, tout a basculé. Ma sœur a publié un message vague sur les réseaux sociaux, parlant de trahison. Elle écrivait que la personne en qui elle avait le plus confiance l'avait blessée. Elle n'a pas mentionné mon nom. Elle n'en avait pas besoin. En quelques heures, toute la famille partageait la publication. Mon téléphone vibrait sans arrêt. On me demandait ce que je lui avais fait. On me disait que je devais m'excuser. Que la famille passait avant tout. Personne ne m'a demandé ce qui s'était réellement passé. Personne ne s'est demandé si c'était vrai. Ils l'ont cru comme toujours. À cet instant, j'ai compris que l'histoire avait changé. Je n'étais même plus un personnage. J'étais un exemple négatif. Une ombre. Quelqu'un à blâmer pour éviter de se sentir coupable. Alors je suis partie. Sans scène. Sans explication. J'ai rempli 2 valises et je me suis installée dans une petite chambre étroite de l'autre côté de Toulouse. Je me suis dit que la distance arrangerait les choses. Mais être loin n'a fait que figer l'image qu'ils avaient de moi. Les semaines sont devenues des mois. Les mois sont devenus des années. Les invitations ont cessé. Les messages aussi. Ma mère a même changé de numéro sans me prévenir. 12 ans ont passé ainsi. Silencieux. Vide. 12 ans sans que personne ne remarque mon absence. Cela s'est fait doucement, comme une trace de crayon qu'on efface. Il n'y a pas eu de grandes disputes ni de cris. Juste un glissement lent où plus personne ne me regardait. J'étais comme quelqu'un qui sort d'une photo et que personne ne prend la peine de recadrer. Il y a eu une fête de famille à laquelle je n'ai pas été invitée. Je ne savais même pas qu'elle avait lieu avant qu'un collègue me parle des photos publiées en ligne. Des visages heureux. Des verres levés. Toujours ces vêtements clairs qu'il choisissait pour les grandes occasions. Je regardais les images depuis l'arrière-cuisine où je travaillais. Les plans de travail en métal brillaient sous la lumière blanche de mon téléphone.
Ils formaient une famille parfaite sans moi. Sur une photo, quelqu'un avait écrit « Nos filles » sous un portrait de ma mère et de ma sœur. Je n'étais pas l'une de ces filles. Je n'y étais pas allée depuis longtemps, mais voir ces mots écrits aussi simplement m'a donné l'impression d'être effacée proprement, sous une belle lumière. Puis j'ai lu une légende qui m'a coupé le souffle une seconde. 12 ans sans drame. À la guérison. Guérison. Il parlait comme si mon absence était la paix. Comme si c'était moi qui avais déclenché la guerre. Il célébrait le fait d'avoir survécu à moi. Je n'ai rien fait d'excessif. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je suis restée là, avec le ronronnement des réfrigérateurs et les minuteurs qui sonnaient. Le monde était stable, même si mon cœur ne l'était pas. Quand mon service s'est terminé, j'ai traversé les rues calmes de Toulouse. Je suis passée devant des entrepôts et des brasseries ouvertes tard dans la nuit. Des endroits où personne ne pose de questions. Je me suis garée devant le laboratoire de cuisine que je louais. Moteur éteint. Les mains encore couvertes de farine. Je regardais leurs photos encore et encore. Aucune chaise vide. Aucun nom manquant. Juste une famille qui avait recommencé sans moi. Je n'ai pas essayé de corriger l'histoire. Je ne leur ai pas demandé de me laisser revenir. J'ai simplement pris une longue inspiration, et j'ai laissé le poids retomber. Ce jour-là, j'ai compris qu'ils ne m'avaient pas seulement oublié. Ils m'avaient remplacé. J'ai souri. Le changement commençait chaque nuit de la même manière. Les néons vibraient au-dessus de moi. Une odeur de savon montait du sol fraîchement lavé. Les tables en inox étaient froides sous mes paumes. Ce laboratoire n'avait rien d'élégant. Il ne m'appartenait même pas. Je payais simplement pour l'utiliser tard, aux heures que personne ne voulait. C'est à ce moment-là que la ville se taisait. Les seuls sons étaient ceux des batteurs et des minuteurs. Et dans ce silence, pour la première fois, je me sentais bien. Mieux que dans la vie que j'avais laissée derrière moi. J'ai commencé avec quelques plaques et de petites commandes. Des employés de bureau voulaient des douceurs pour leurs réunions. Des livreurs laissaient parfois un pourboire parce que mes étiquettes étaient toujours parfaitement droites. Je notais tout dans un cahier. Le prix de la farine, le nombre d'heures travaillées, combien de barres tenaient sur une plaque. Si je faisais une erreur, je ne m'excusais auprès de personne. Je l'écrivais simplement. Les chiffres étaient honnêtes. Ils ne me demandaient rien. Si cela vous semble familier, prenez une seconde. Respirez. Et restez pour voir comment l'histoire continue. Au début, je ne voyais pas cela comme une véritable entreprise. C'était juste une façon de survivre. La seule chose que je pouvais contrôler quand tout le reste avait disparu. Puis l'argent a commencé à changer d'allure. Le cahier de compte est devenu plus épais. Les commandes arrivaient chaque jour. Pour la première fois de ma vie, être fatigué ne ressemblait plus à une punition. C'était le signe que j'avançais. Quand une chaîne de café toulousain m'a contacté, j'ai cru à une plaisanterie. J'ai relu le courriel 3 fois sous les néons bourdonnants pendant que le réfrigérateur ronflait derrière moi. Ils voulaient des livraisons hebdomadaires pour plusieurs établissements. Un vrai contrat. Des revenus réguliers. Assez pour stabiliser ma vie. Je n'en ai parlé à personne. Ni amis ni voisins, et certainement pas à ma famille. Autrefois, le silence était un poids. Désormais, c'était une stratégie. Grâce au contrat, tout s'est amélioré. J'ai acheté du matériel plus performant. Des moules plus solides. J'ai remplacé mon vieux batteur qui semblait prêt à rendre l'âme par un modèle puissant et silencieux. J'ai même engagé un étudiant à temps partiel. Il était discret, appliqué, et ne posait jamais de questions. Avec cette aide, je pouvais enfin respirer entre deux fournées. Réfléchir. Et en ayant le temps de réfléchir, j'ai compris que je n'étais plus obligée de vivre dans cette petite chambre étroite. Je pouvais acheter une vraie maison. Pas un logement aux murs trop fins. Pas un endroit loué à quelqu'un d'autre. Un lieu dont je serais la seule à posséder la clé. J'ai trouvé la grande maison presque par hasard. Je ne cherchais pas un manoir. Juste de l'espace. Une cuisine assez vaste pour plus d'une plaque à la fois. Mais les photos de la lumière du soleil sur le parquet et le long couloir silencieux ont attiré mon regard. Elle se trouvait dans un quartier résidentiel paisible, en périphérie de Toulouse. Beaucoup trop grande pour une seule personne. Mais elle me semblait juste. La première fois que je l'ai visitée, le bruit de mes pas résonnait sur le sol. Le jour où j'ai signé l'acte, debout dans le salon vide, j'ai ressenti une paix profonde. J'avais mérité une vie où personne ne décidait à ma place. J'ai emménagé avec une seule chaise et une boîte de recettes. La maison était silencieuse. Mais ce silence ne ressemblait plus à une perte.
C'était enfin de l'espace pour respirer. C'est là que j'ai compris qu'il me fallait de vraies règles. Je les ai construites comme mon entreprise. Une étape à la fois. Avec précision. J'ai créé un dossier simple et clair. À l'intérieur, j'ai placé tous les documents officiels, un règlement pour les visiteurs, une notification interdisant toute intrusion, et les preuves de chaque dépense assumée pour eux au fil des années. J'ai même imprimé les anciens messages et les mensonges qui m'avaient fait passer pour la méchante. Chaque page me rappelait qu'autrefois, ils fabriquaient leur vérité à partir de leurs émotions. Cette fois, la vérité reposerait sur des faits. Je me suis imposé une nouvelle règle. Toute communication passerait uniquement par courrier électronique. Plus de visites surprises. Plus de larmes pour obtenir gain de cause. S'ils voulaient quelque chose, ils devraient l'écrire. Pour que rien ne puisse être déformé. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la préparation. J'ai posé le dossier sur la petite table près de la porte d'entrée. Pendant 12 ans, ils m'ont défini par mon absence. À présent, j'allais me définir moi-même. J'avais construit une vie qu'ils ne pouvaient plus briser. J'ai entendu la voiture avant de la voir. Les pneus ont crissé lentement sur le gravier. Le matin était froid, lumineux. Je travaillais et j'ai d'abord pensé à une livraison. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et j'ai regardé l'écran de la caméra. Un visage que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Ma sœur est sortie la première. Détendue. Sûre d'elle. Comme si elle arrivait dans un lieu qui l'attendait. Ma mère suivait, tirant difficilement une valise sur l'allée. Aucune des deux n'a regardé autour d'elle. Elles agissaient comme si la maison leur appartenait. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je suis restée là, à écouter le chauffage souffler et ma propre respiration. C'était mon espace. Les laisser entrer, c'était laisser le passé tout gâcher. J'ai entrouvert la porte juste assez pour les voir, mais pas assez pour qu'elles puissent passer. Surprise brève. Puis cette assurance familière. Salut, a lancé ma sœur en attrapant la poignée de sa valise. J'emménage puisque tu n'as pas terminé. Je n'ai rien répondu. J'ai bloqué l'embrasure et gardé l'ouverture étroite, la main ferme sur la porte. Ma mère a avancé d'un pas, avec cette voix fatiguée et autoritaire de mon enfance. Ne commence pas. Ta sœur a besoin de soutien. Nous avons fait tout ce chemin. Du soutien. Elle n'a jamais utilisé ce mot quand c'était moi qui vacillais. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai tendu la main vers la table et pris le dossier mince. Je l'ai levé pour qu'elle le voie clairement. Organisé. Net. Ma sœur l'a fixé, confuse. Puis son regard s'est durci. Tu plaisantes. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres supplémentaires, non pour les laisser entrer, mais pour poser calmement le dossier sur la console à côté de moi. Chaque geste était lent. Volontaire. Je ne ressentais plus cette panique ancienne qui m'envahissait dès que je devais leur faire face. Ce n'est pas nécessaire, a dit ma mère d'une voix tendue. Une famille n'a pas besoin de documents. Tu aurais dû nous appeler. Des documents. Comme si les 12 dernières années n'avaient pas été pleines de blessures qu'elle n'avait jamais reconnues. Ma voix est restée calme. Toute communication se fera désormais par courrier électronique. Ma sœur a laissé échapper un petit rire sec. Tu es dramatique. Le même ton qu'autrefois, juste avant qu'elle ne laisse tomber une larme stratégique. La même nuance destinée à provoquer la compassion. Mais la maison n'a pas bougé pour elle. Rien dans ce silence ne s'est plié pour l'apaiser. Je voyais leur assurance vaciller. Elle découvrait enfin la réalité. Tu ne vas vraiment pas nous laisser entrer ? A demandé ma mère. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas énuméré les 12 années d'absence. Je n'ai pas parlé du poids d'être la méchante dans leur récit. J'ai simplement reculé, posé la main sur la porte, et laissé le silence répondre. La porte s'est refermée dans un déclic doux. Mais définitif. Dehors, le gravier a crissé lorsqu'elles ont bougé, hésitantes. L'ancienne version de moi n'était plus là pour les soutenir. À l'intérieur, la maison est restée telle qu'elle. Et moi aussi. Les jours suivants, la maison est demeurée silencieuse. Pas un silence vide. Un silence mérité. Je traversais les pièces d'un pas régulier, respirant librement. L'air semblait différent. Comme si les murs savaient enfin qu'ils devaient protéger. Je continuais à travailler. La grande cuisine bourdonnait toujours. Les batteurs pétrissaient les pâtes épaisses. Les fours embuaient les vitres de chaleur. Mais je ne portais plus ce vieux stress en moi. Pour la première fois, mon travail n'était plus une fuite. Il m'appartenait. 3 semaines plus tard, ma mère m'a écrit. Pas de visite surprise. Pas de scène.
Un simple courrier électronique. Elle demandait si elle pouvait voir la maison une seule fois seule. Un après-midi, sans valise ni supposition. J'ai accepté. Surtout pour voir ce qu'elle ferait en respectant mes règles. Elle est arrivée à l'heure exacte. Elle ne semblait ni coupable ni autoritaire. Elle a avancé lentement dans le couloir. Ses doigts ont effleuré les murs, comme si elle cherchait à comprendre qui j'étais devenue. Lorsqu'elle est entrée dans la cuisine, elle s'est arrêtée devant le long plan de travail. Elle a observé les plaques empilées. Les étiquettes parfaitement alignées. Elle a remarqué qu'il n'y avait aucun désordre. Rien à voir avec la maison de notre enfance. Nous nous sommes assises à la table quelques minutes. Elle n'a pas évoqué le passé. Je n'ai pas réclamé d'excuses. Le silence entre nous n'était pas lourd. Il était sincère. Nous étions simplement deux personnes dans une pièce où aucune de nous n'avait besoin de disparaître pour que la paix existe. Au moment de partir, elle s'est arrêtée près de la porte et a effleuré le chambranle du bout des doigts. Elle ne cherchait pas à s'approprier la maison. Elle la reconnaissait. Comme si elle acceptait enfin que le pouvoir qu'elle avait eu sur moi n'existait plus. J'ai eu des nouvelles de ma sœur par d'autres. On m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi puis un autre, avant d'obtenir une petite promotion. Ses publications en ligne ont changé, elles aussi. Plus de phrases piquantes à mon sujet. Elle parlait surtout de fatigue après le travail. Pour une fois, sa vie ne tournait pas autour de moi. La vie n'a pas changé brutalement. Elle est devenue stable. Ma maison s'est peu à peu remplie du rire des voisins. Après de longues journées, je discutais tranquillement avec mes employés. À la fin de la semaine, nous organisions de petits dîners où chacun apportait un plat. Rien d'extraordinaire. Rien de spectaculaire. Juste une vie construite volontairement. Le dossier est resté sur la table près de l'entrée. Je n'ai jamais eu besoin de l'ouvrir, mais il était là. Un rappel silencieux. Une frontière claire. Au fond, je n'ai pas repris ma vie en cherchant la revanche. Je l'ai reprise en exprimant clairement ce que je voulais. J'ai compris qu'un lien de sang ne donne pas le droit de traiter quelqu'un sans respect. L'amour ne fonctionne pas sans limite. Ma vie n'est pas devenue plus grande quand ils sont revenus. Elle s'est agrandie quand j'ai cessé de me rapetisser pour entrer dans la leur.